Je ne crois pas que tu aies jamais rencontré Tycho Brahe, l'homme au nez d'or. Non, mais je sais qu'il portait cette prothèse, promue impériale par la suite, parce qu'il avait eu le nez coupé au cours d'un duel. C'est exact et notoire. Ce fut un homme hors du commun, dès sa naissance. Alors qu'il était bébé, il a été enlevé. Assez rapidement, son oncle Georges avait avoué être le coupable. Personnage de premier plan, conseiller du roi, celui-ci appartenait à la haute société danoise et était très riche. Il avait immédiatement proposé aux parents de prendre l'enfant en charge. Ils avaient accepté, d'autant plus qu'il les avait généreusement dédommagés. C'est Tycho lui-même qui me l'a raconté. Il a donc eu une éducation de grand luxe. Exact, jusqu'à ses 19 ans. Mais alors qu'il avait atteint cet âge, son père adoptif mourut dans des circonstances peu ordinaires. Il était sorti un soir avec le roi Frédéric II pour une soirée de détente. Il l'avait terminée dans un état d'ébriété bien peu recommandable par une promenade près du canal de la ville, et le roi, titubant, était tombé à l'eau. Son conseiller et grand ami s'était alors jeté dans le canal et lui avait sauvé la vie. Mais lui-même ne savait pas nager. Le roi non plus, d'ailleurs, et il était mort, noyé. Tycho retourna alors dans sa famille. Venons-en maintenant à ton projet florentin. J'avais donc eu l'idée de faire plaisir aux Médicis en leur dédiant ma découverte majeure, celle des satellites de Jupiter, en les dénommant Médicéens. Petit malin. Merci pour le compliment. En tout cas, cela me valut finalement une alléchante proposition de leur part, devenir le premier mathématicien et premier philosophe de l'archiduc de Toscane. J'attends impatiemment leur lettre de confirmation. Ce serait le point d'aboutissement de la première étape de mon projet. Je suis convaincu que tu t'es assuré aussi quelques solides recommandations. En tout cas, bien joué. Mais quel projet ? Je veux profiter de l'impact de mes découvertes et du succès de mon Sidereus Nuncius pour tenter de faire progresser la thèse de l'héliocentrisme. Je pressentais, dès la sortie de mon livre, que mes observations, hélas très imprécises, des phases de Vénus, pouvaient être cruciales. J'en eus la confirmation depuis, en poursuivant ma recherche pour découvrir qu'elles ébranlaient très fort la thèse géocentriste et non pas la thèse héliocentriste. Fort bien, mais avec quelle suite ? Je veux d'abord que mes observations du Sidereus Nuncius reçoivent l'approbation de Kepler, référence majeure et indispensable. Elle me sera très utile pour convaincre ensuite le collège romain des Jésuites d'en faire autant. Son directeur, Christophorus Clavius, me connaît bien. Je suis certain d'y parvenir. Dans un deuxième temps, je compte mettre les Jésuites dans l'obligation intellectuelle de reconnaître la valeur de ma démonstration fondée sur les phases de Vénus. Je leur prouverai que le système ptoléméen est en effet incompatible avec l'existence de ces phases telles que nous les observons dans notre ciel. Cela ne devrait pas me poser de problème. Et ensuite, je passerai au stade de la déstabilisation du Vatican. C'est donc la phase finale et essentielle de ta stratégie. Comment comptes-tu procéder ? Le cardinal Barberini est depuis longtemps un ami de ma famille. Je suis en mesure de me faire écouter de lui, car c'est un homme modéré et instruit. Mon pari est que, grâce à la position qu'aura prise Clavius, je parviendrai à le convaincre, lui aussi. Son influence est considérable, au point qu'il est le favori de la prochaine élection d'un nouveau pape. J'ai mes chances d'ébranler le Vatican, et le prestige de mon nouveau statut à Florence m'y aidera puissamment. Je t'ai écouté avec attention, Galiléo. Je pense que ton montage est très intelligent, et que devant n'importe quel auditeur instruit et objectif, il serait couronné de succès. Mais tu n'auras pas affaire à des gens objectifs, quelle que soit leur valeur. C'est la faiblesse de ton plan. De plus, même si tu parvenais à discréditer le système de Ptolémée, cela n'accréditerait pas l'héliocentrisme. Mais avant d'aller plus loin dans notre discussion, j'aimerais que nous fassions le point des forces et faiblesses des deux systèmes qui s'affrontent, celui de Ptolémée et celui de Copernic. Tu les connais parfaitement, bien sûr, mais ce n'est pas mon cas.
et il est essentiel de les considérer rigoureusement pour pouvoir les départager. Tu es le maître, je suis l'élève, je t'écoute donc attentivement. C'est là une très bonne proposition, mais je vais veiller à rester simple. Comme je fais avec mes étudiants, tu vas le voir. Tout le monde sait que Ptolémée place la Terre fixe au centre de notre cosmos, tandis que Copernic y installe le Soleil. Dans les deux systèmes, les autres planètes tournent, pour l'un autour de la Terre, pour l'autre du Soleil. Je vais commencer en me référant au modèle héliocentriste de Copernic. Voici le centre de notre système, le Soleil, que je vais représenter par une lampe. Toi, Paolo, tu vas jouer le rôle de Vénus, pendant que moi, je vais être la Terre. Je me mets au plus loin du Soleil, et toi, je te mets plus près du Soleil, parce que c'est la réalité reconnue par tous. Tu vas tourner d'un bon pas en faisant un grand arc de cercle autour du Soleil, et moi de même, mais plus lentement, parce que c'est de nouveau la réalité reconnue par tous. Excuse-moi, Galiléo, mais je suis un moine. Je n'ai pas trop envie de représenter Vénus. Ça commence bien mal. Fais un effort, que diable, pour la science. Moi, je t'observe avec ma lunette depuis la Terre. Au début de notre course, tu n'es pas trop loin de moi. Mais plus l'horloge cosmique tourne, plus tu vas t'éloigner. Et quand tu seras là-bas, tu seras très loin. Je te verrai de moins en moins bien. Or, c'est exactement ce que nous constatons lorsque, depuis la Terre, nous observons Vénus. Et c'est la même chose si on remplace Vénus par exemple Mars? C'est à peu près la même chose, sauf que Mars est plus éloigné du Soleil que moi, qui représente la Terre, et qu'il tourne moins vite. Plus le temps passera, plus je m'éloignerai de Mars. Or, c'est bien ce que tous les terriens peuvent observer, enfin, qu'ils pourraient observer avec ma lunette astronomique. C'est parfaitement clair, mais qu'en est-il pour Ptolémée? Il a un énorme problème, lui, qui nous dit que Vénus tourne autour de la Terre, alors que la distance entre Vénus et la Terre varie énormément. Cela veut simplement dire que Vénus ne tourne pas autour de la Terre selon un cercle. Bravo, Paolo. Mais je vais te mimer ce que, chez Ptolémée, Vénus doit faire pour être à une distance de la Terre tantôt faible, tantôt grande. Voici la Terre de Ptolémée. Toi, Vénus, tu tournes autour d'elle. Voilà ce que tu dois faire pour être tout près de la Terre et ensuite loin d'elle. Non, Galiléo, je crois que je vais vomir. Bien sûr, il fallait donner l'équation de ces courbes, sinon ce n'était pas de la science. Ah oui, on m'a souvent parlé de ça. On les appelle des cycloïdes, je crois. Bravo, Paolo. C'est la combinaison de deux cercles dont l'un a son centre qui tourne sur l'autre. C'est une invention grecque qui date de bien avant Ptolémée. Mais l'utiliser avec une projectoire centrée sur un point d'observation fixe, la Terre, est une tricherie. As-tu déjà vu de quoi a l'air la carte cosmique de Ptolémée? Un fouillis de trajectoires de cercles et de planètes, le carnaval des cycloïdes. D'autant que ces cycloïdes peuvent simuler des retours en arrière de la planète. Moi, j'appelle ça une tricherie honteuse. En fait, c'est une tricherie énorme, du fait que l'observateur est supposé immobile au centre du cosmos, alors que si la Terre, c'est-à-dire l'observateur, bouge, la combinaison des mouvements de Vénus et de la Terre doit inéluctablement se traduire par un modèle mathématique avec cycloïdes. Mais alors Copernic avait le droit, lui, de faire appel à cette mathématique. Bien sûr, et il a effectivement eu recours aux cycloïdes. Mais elles n'avaient pas besoin d'être aussi énormes que celles de Ptolémée, et surtout, elles étaient justifiées et non pas artificielles. Je comprends mieux pourquoi l'Église considère qu'il y a deux formulations mathématiques qui s'affrontent et qu'on a le choix entre les deux. Moi pas. L'une, la nôtre, est bien plus élégante et ne tourne pas au ridicule avec d'énormes cycloïdes. C'est l'évidence. Voilà une affirmation très subjective, en tout cas pas scientifique.
C'est vrai, mais maintenant intéressons-nous à ce que font nos deux savants pour satisfaire l'observation que tous les humains peuvent faire d'une durée de rotation complète en 4 saisons, soit 365 jours, et de la succession du jour et de la nuit en 24 heures. Ils ne prennent pas du tout la même option. Ptolémée crée de nouveau une trajectoire sigoïdale, cette fois-ci pour le Soleil, que je ne crois pas indispensable de te décrire. Copernic, lui, fait faire le grand tour des saisons à la Terre autour du Soleil en 365 jours, et il fait tourner la Terre sur elle-même en 24 heures. La différence entre les deux systèmes explique bien la fureur des religieux. Alors qu'ils croient à une Terre parfaitement immobile, les coperniciens font tourner la Terre autour du Soleil, mais aussi sur elle-même. Tu ne vas tout de même pas contester que le système ptoléméen est une véritable cuisine mathématique. Non, bien sûr, mais nous ne pouvons pas prétendre avoir démontré que le système ptoléméen est faux. J'en conviens bien volontiers, pour le moment. Bon, nous n'avançons guère, mais tu es un très bon pédagogue, Galiléo. Tes élèves doivent beaucoup t'apprécier. Mais ont-ils le choix entre différentes tables astrologiques ? Jusqu'au milieu du siècle dernier, on ne disposait que des tables dites alphonsines, qui étaient évidemment d'inspiration ptoléméenne. Après la mort de Copernic, un de ses disciples et grand astronome allemand, Erasmus Reinhardt, s'est attaqué aux tables astrologiques que son maître n'avait pas eu le temps, ni peut-être même l'envie, de calculer. Il en résulta les tables ptoléméiques. Et les astrologues étaient-ils satisfaits de ces nouvelles tables ? Disons qu'ils furent très réticents. D'une part parce que l'amélioration sensible des prévisions quand on passait des tables alphonsines aux tables pruténiques n'était tout de même pas considérable. D'autre part parce que l'adoption des tables pruténiques leur faisait craindre des rétorsions de la part de l'Église. Dans la grande majorité, ils ne les utilisèrent donc pas. Autrement dit, on ne peut départager Ptolémée et Copernic en s'appuyant sur les performances astrologiques. Non, mais en fait, ce qui empêche de trancher entre elles, c'est que les données d'observation terrienne sont, pour Copernic comme pour Ptolémée, peu précises. La plupart d'entre elles remontant en effet aux Égyptiens, aux Mésopotamiens, aux Grecs et aux Arabes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la complexité de la carte cosmique de Ptolémée, avec tous ces énormes épicycles, se résorbe indéniablement quand on passe chez Copernic. C'est très encourageant pour nous, n'est-ce pas ? Oui, assurément. Mais pour en finir avec cette bataille copernico-ptoléméenne, j'aimerais bien que tu m'expliques quelle réponse nous pouvons donner aux géocentristes quand ils ricanent, prétendant qu'à la vitesse à laquelle nous faisons tourner la Terre sur elle-même, les maisons et les rochers devraient être éjectés dans l'espace, et que les oiseaux ne pourraient plus voler dans notre ciel. Tu connais évidemment notre réponse. C'est ma théorie de l'élan, l'impetus en latin. Et je me fais un plaisir de t'en donner quelques exemples pour m'assurer que tu es bien copernicien.